Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur le plateau de 60 minutes pour comprendre sur Médien TV. Et comme tous les soirs, vous le savez, nous allons nous donner 60 minutes pour essayer de mieux comprendre ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Médien TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont professeur Abdelrahman Maroufi, vous êtes directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au sein du ministère de la Santé. Professeur, bonsoir. Benasser Asdei, vous êtes cofondateur du collectif marocain pour l'usage médical et industriel du KIF. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et enfin, bon, pas enfin, non, vous êtes 4 ce soir. Mehdi Ben Saïd, vous êtes député PAM, président de la Commission des Affaires étrangères. Et enfin, Khalid Mouna, anthropologue, chercheur sur la question du cannabis. 750 000 Marocains consomment régulièrement du cannabis, selon les chiffres de l'Observatoire national des drogues et des addictions. Et presque autant, 700 000, vivent de la culture du cannabis. Le poids économique de cette substance, ses implications sanitaires et sécuritaires, en raison de sa criminalité, la criminalité liée à son trafic, ne manque pas d'entraîner un débat sur son encadrement. Certains prônent la légalisation, notamment pour ses usages thérapeutiques. D'autres, en revanche, s'y opposent fermement. Où en est le débat politique, social et médical sur ce sujet? Cannabis, une légalisation possible? C'est le titre de l'émission de ce soir. Le débat sur la légalisation du cannabis remonte à 2009, quand le parti Authenticité et Modernité évoque pour la première fois l'intérêt de la légalisation de cette plante. En décembre 2013, le même parti organise une journée d'études sur la légalisation du cannabis à des fins médicinales et industrielles. Un premier pas vers l'élaboration d'un projet de loi. Début 2014, les députés de l'Istiqlal déposent une proposition de loi sur la légalisation du cannabis à des fins thérapeutiques et industrielles. L'usage médical du cannabis est en effet toléré dans certains pays, dont le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et un certain nombre d'États américains. Le cannabis thérapeutique est indiqué dans le traitement de certaines maladies, telles que la maladie de Crohn, les migraines, l'allègement de nausées et des douleurs liées à la chimiothérapie du cancer, les crises d'épilepsie et les rhumatismes. Les députés mènent un plaidoyer pour la légalisation du cannabis et son utilisation à des fins médicinales en vue de promouvoir le développement local. Ils appellent aussi à abandonner les poursuites judiciaires à l'égard des milliers d'agriculteurs de cannabis. Les parlementaires se heurtent au refus de l'exécutif. Cette question ne s'inscrit pas dans la politique gouvernementale, martèle le chef du gouvernement. Selon Abdelilah Ben Kiran, la légalisation de ce produit ne constitue nullement une solution. Le gouvernement œuvre à trouver des alternatives pour la promotion économique des régions concernées. Mais le PAM ne jette pas l'éponge. Des députés du parti affirment avoir entamé des discussions avec le FAO et l'OMS, objectif donner une dimension internationale au débat sur le cannabis. Fin décembre dernier, le parti Authenticité et Modernité et le parti de l'Istiqlal remettaient sur la table le dossier du cannabis. Les deux partis évoquent encore une fois les multiples bienfaits de cette plante. Pour les détracteurs du projet, la légalisation du cannabis n'est qu'un sujet saisonnier qui ressort à chaque campagne électorale. Certains partis politiques sont soupçonnés de caresser les cultivateurs. Le RIF représente en effet un réservoir électoral important. Bien, messieurs, et on va essayer de comprendre ce qu'est le cannabis, parce que c'est vrai qu'on en entend parler, mais il y a différentes variétés qui sont présentes au Maroc et à travers le monde. Ce que ça représente dans notre pays et surtout ce débat sur la légalisation aujourd'hui qui est posé, qui n'est pas posé seulement au Maroc, mais dans beaucoup d'autres pays. Et connaître un peu les effets du cannabis, parce que ça c'est aussi important, professeur, de savoir, enfin, l'utilisation de ce cannabis, quel impact ça peut avoir sur la société, et ça donne du moulin justement à ce débat sur la légalisation. Alors, on entend génériquement parler de hashish, parler de kiff, parler de cannabis, il y a d'autres termes qui sont utilisés. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cannabis, notamment au Maroc, on parle de quoi? Alors, oui. c'est à moi de commencer. Ok. Alors, le cannabis c'est une plante en fait de genre botanique qu'on appelle en fait le cannabis sativa, qui est d'origine essentiellement en fait de l'Asie centrale et l'Asie du Sud. C'est là où il est passé pour arriver au Maghreb.
Aujourd'hui, en fait, le terme cannabis, essentiellement, on utilise au Maroc le terme kiff, parce que c'est un terme qui a son propre histoire, une sorte de marocanisation un peu de cette plante. Et ce qu'on appelle aujourd'hui par le cannabis, en fait, la traduction arabe, c'est hashishat al-fuqara, le chanvre des pauvres. Le chanvre des pauvres. Voilà, utilisé en fait notamment par les fakirs indiens lors de la prière, de leur adoration de Dieu. Et c'est de cette manière, par ce parcours religieux, que le cannabis sativa arrive au Maghreb et au Maroc essentiellement, qui sera cultivé par la suite par un certain nombre des tribus, notamment la tribu de Ktama, essentiellement de Bni Khaled et tout, mais historiquement on parle de Ktama. Et la plupart de cette production était destinée essentiellement à des confréries religieuses. Voilà. Je citerai ici juste un exemple, c'est la confrérie de Heddawa, qui faisait usage d'obligation d'usage du kiff pour ses disciples. C'est là un peu la place un peu sociale du kiff dans la société marocaine et sa banalisation lors de la période précoloniale et coloniale, et même pour ce qu'on est, même aujourd'hui, on peut se balader un peu dans toutes les villes du Maroc, et on trouve, notamment dans le nord, on trouve des gens qui fument du subsi d'une manière ordinaire. C'est le cannabis, par contre, a une place complètement différente, parce qu'il est tout à fait récent, ça, on parle du hashish, de hash, ce sont des termes qu'on utilise, qui est la transformation, en fait, en résine, en poudre de kiff, la plante kiff. Alors, on parle de 750 000 Marocains qui consomment régulièrement du cannabis. Ce sont les chiffres de l'Observatoire national des drogues et des addictions. Vous venez de nous expliquer un peu la genèse, l'origine de ces usages. Mais aujourd'hui, le poids culturel, est-ce que, on va dire, ce chiffre reflète bien, finalement, on va dire l'intégration culturelle de ces habitudes au Maroc? Oui, merci. Mesdames et messieurs, Azoul, Assoukou Mazir, bonne année à Mazir, bonne année 1966 pour tout le monde, pour tous les Marocains ici et ailleurs. Avant d'entamer un peu, de reprendre l'idée de créer un collectif. Le collectif, rapidement, a été créé dans un cadre bien défini. C'était une rencontre Aktama. Donc, parallèlement à cette rencontre culturelle, des droits linguistiques et culturels à Mazir, nous avons pensé, de par les problèmes qui sont posés à ces gens-là, surtout les natifs de Ktama et de Taounet qui sont poursuivis, et nous avons eu rencontré des gens qui vivent là, vous parlez des producteurs. Oui. Oui, oui. Alors, nous nous sommes dit, est-ce que ça ne serait pas intéressant de reprendre cette problématique, d'en faire un préambule, créer un collectif qui permettrait aux uns et aux autres de se retrouver. C'est-à-dire, pour le cannabis, nous avons le cannabis marocain. Je ne suis pas d'accord pour cette approche historique, j'ai travaillé dessus. C'est une plante qui est liée à la culture des pays de Snaja. Quand vous leur parlez, ils vous disent, c'est notre plante, c'est le Snaja, ils l'appellent B'darija al-Ashba, B'l-Amaziria, Tahshleft. Ça veut dire, il n'est né importée d'ailleurs, elle existait d'ailleurs, elle a la caractéristique des plantes médicinales marocaines propres au Nord-Afrique, pour ne pas rentrer dans tout ce que nous avons, même le naturel est venu d'ailleurs. Je m'excuse, je suis scientifique, je suis professeur de physique. Donc je regarde le côté pas, vous nous donnez des précisions, c'est votre avis. Je regarde le côté scientifique et je suis réaliste. Ceci d'une part. D'autre part, nous avons même trouvé, figurez-vous, donc vous avez une rencontre des Tolba des frais, et puis qui défendent des clashbas. Ils font des groupements, et puis ils disent ceux qui nous évitent, ceux qui nous permettent de ne pas cultiver cet ashba, on lui jette tous les sorts du monde. Ça veut dire, culturellement, et d'après les droits culturels internationaux et les valeurs internationales, ça veut dire, eux, c'est rentrer dans leur culture. Et nous avons, côté scientifique, nous avons ce qu'on appelle le cannabis, donc qui contient ce qu'on appelle la tétrahydrocannabinol, la delta 9. C'est elle qui a cet effet de drogue. Et nous avons d'un autre côté, parce qu'on a travaillé dessus, ce qu'on appelle le chanvre. Le chanvre, ça veut dire la tétracannabinol est de 0,03, 0,2, 0,1. Il y a des gens qui ont travaillé dessus. Nous, on s'est dit, en résumé, nous allons peut-être conserver dans ces terrains accidentés un peu ce côté cannabis qui est utile non seulement à la drogue, il est utile aussi à la thérapeutie. Et nous allons essayer de développer au Maroc
la culture industrielle du chanvre qui nous permet de nous donner des huiles, des textiles, et ainsi de suite. Donc nous avons pensé la aux deux genèse finalement côtés de ce collectif marocain, je Voilà, rappelle, pour exactement. l'usage médical et Alors, industriel du ki. Ce que je veux souligner ici, c'est que déjà, c'est culturel. En 2005, les Nations Unies, ils ont fait un rapport sur les cultures alternatives. Ils ont montré que Maroc, l'essai de culture alternative a échoué. Il a échoué sur la base de cette l'ashpa, ou cette hachrat, qui est vraiment chez eux. Elle est liée un peu à leur culture, surtout dans les pays de Snaja. Et nous avons autre chose, nous avons des histoires et des écrits que ça existe depuis bien longtemps, bien avant l'islam. Ça existait chez eux, même la production du vin qu'on appelle chez eux asma. Alors, au sein du ministère de la Santé, c'est vrai qu'on parle d'épidémiologie. Lorsque vous entendez finalement ce côté, cet enracinement culturel de l'usage du cannabis, c'est lorsqu'on voit ça sous le prisme de la santé publique, j'imagine que ça doit être un casse-tête. Casse-tête, bon, peut-être pas aller jusqu'à ce vocable. Non, c'est clair, le ministère de la Santé, notre approche par rapport à cette problématique, il est clair. On a en fait deux approches, deux types d'interventions que l'on fait par rapport à ce phénomène. Il y a d'abord la question de la prise en charge médicale des usagers de drogue, des addicts. Donc des personnes qui sont addictes de l'usage des drogues. Ça, on a un programme de santé publique qui est un des bons programmes, même dans la région vraiment MENA, de la vie des organisations internationales, et qui vise essentiellement à traiter et prendre en charge les problèmes médicaux qui sont liés à l'addiction et à l'usage, quant à l'usage des drogues. Vraiment. Ce programme est basé essentiellement sur l'aspect d'abord prévention du comportement, donc sensibiliser les personnes sur les risques sanitaires qui peuvent vraiment être générés quant à l'usage des drogues. Et deuxièmement, au traitement des troubles, soit psychiatriques ou psychologiques, et des autres troubles aussi, peut-être physiques, de la santé physique, parce qu'on sait que certains usages peuvent exposer au risque, par exemple, de l'infection par le VIH ou l'hépatite virale. Et donc, pour ce genre de risque aussi, notre programme, il met en place des interventions de type, par exemple, traitement substitutif à la méthadone, et pour prévenir vraiment la transmission de ces infections-là. Alors, ça, c'est la première approche par rapport à la question, donc sur les effets ou les problèmes sanitaires qui peuvent être générés à cause ou liés vraiment à l'usage abusif des drogues. Deuxième aspect, oui. Alors, on va revenir à ça et puis on reviendra bien sûr sur la classification parce qu'on est tout le temps en train de parler de drogue dure et de drogue douce. Quand je vous disais l'élément culturel enraciné, est-ce que c'est un casse-tête justement? C'est de quelle manière on perçoit les deux. Mais avant, vous avez nous avez expliqué la genèse du collectif, vous avez parlé des producteurs. Aujourd'hui, j'ai donné un chiffre, que 700 000 vivent de la culture du cannabis. Aujourd'hui, on a une idée claire du poids que ça représente en termes d'apport pour un certain type de population. Mehdi Ben Saïd. Oui, alors, notre approche à nous, qui est beaucoup plus politique, est très simple. En tant qu'élu de la nation, en tant que politique, on est là pour solutionner des problématiques que connaissent une partie de la société. Effectivement, aujourd'hui, nous avons plus de 80 000 familles, c'est-à-dire à peu près 700 000, voire plus, de personnes qui vivent de cette culture-là. Cette culture qui est donc aujourd'hui juridiquement illégale, ça veut dire que ces personnes-là vivent dans l'illégalité. L'État a essayé différentes manœuvres pour essayer de permettre à ses citoyens et citoyennes de cultiver autre chose. Ça n'a pas marché. On en a parlé auparavant. Voilà, les cultures alternatives, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Restait à savoir aujourd'hui de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde, faire un benchmarking, voir les débats qu'il y a dans les différents États. Les débats diffèrent d'un État à un autre. Si en Amérique latine, on parle d'une légalisation totale, voire aussi dans quelques États des États-Unis d'Amérique, d'autres États, comme la Suisse, la France, voire même la France aujourd'hui, qui a une position très sécuritaire sur cette question-là, commence à discuter de la légalisation des médicaments à base de cannabis. Et donc, on s'est dit aujourd'hui, si on peut faire autre chose, parce que vous me parlez tout à l'heure de drogue dure ou drogue douce,
Mais on peut aussi faire de cette plante-là ni une drogue dure ni une drogue douce. On peut en faire une industrie, du textile par exemple, des chaussures ou autres, qui existent en Chine, en Russie et autres. On peut aussi faire un médicament. Donc on l'enlève en fait, finalement de la vision qu'on a aujourd'hui sur cette plante-là, à savoir une drogue, une utilisation uniquement pour être un peu plus clair avec les téléspectateurs, c'est-à-dire cette plante-là peut être utilisée pour autre chose autre que la fume. Elle peut aujourd'hui... On peut fabriquer des tissus, il y a des... Voilà. On reviendra sur toutes les utilisations, Voilà. mais juste pour illustrer ce que vous dites, il y a des fins industrielles, on peut réalisation des garnitures de portes de voitures et des produits cosmétiques, on peut en faire du papier, bon, ça c'est tout ce qui est en dehors de l'utilisation psychotrope, parce que c'est un psychotrope. Donc notre objectif en tant que politique, c'est surtout, ce n'est pas la plante en tant que telle, mais de trouver des solutions à ces citoyens et citoyennes qui vivent de cette plante-là, et en même temps, c'est-à-dire que les citoyens soient gagnants et que l'État soit gagnant de cette opération-là. Notre proposition de loi va dans ce sens-là, à savoir, premièrement, ouvrir un débat qui était, entre guillemets, tabou, parce qu'il y a beaucoup de tabous au Maroc, ouvrir un débat, écouter ces citoyens et citoyennes, ne pas en faire une sorte de clandestin, une sorte de criminel, alors que c'est des citoyens et des citoyennes qui, finalement, quand on va vers eux, quand on va chez eux, quand on discute avec eux, ils vivent avec très peu de moyens. Enfin, les agriculteurs, les petits agriculteurs qui vendent cette plante-là. Je ne parle pas du côté, je ne parle pas des bandes criminelles, des mafias, etc. Je parle du petit agriculteur qui a un petit hectare ou autre et qui est obligé de vendre cette plante-là parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent racheter. Parce que on se rend compte que c'est pas eux qui gagnent le plus. Voilà, c'est tous les trafics qui se font autour. On parle d'à peu près 4000 dirhams par mois pour des familles. Donc, alors, réellement, qu'est-ce que ça, j'ai dit que ça représentait, on a dit en 700 000 personnes qui en vivent. Mais en superficie, je donne le chiffre, parce que c'est quand même intéressant. Ça, ce sont les chiffres de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. 134 000 hectares en 2003, 47 200 hectares en 2013. Suite à des campagnes successives d'éradication. Je vous vois dire non. En fait, il y a un problème, c'est qu'on a une perception en fait sur ce débat qui est à ce niveau-là en fait. Ce qu'on a réellement aujourd'hui, depuis 2005, il n'y a pas réellement une véritable étude en part de celle qui est publiée par les Nations Unies, que le Maroc a autorisé en fait à des institutions internationales à réaliser une enquête sur le Maroc pour estimer et apprécier à peu près en fait les espaces cultivés et les revenus, etc. En plus alors à ce moment-là, on a parlé de 80 000, c'est-à-dire tous les chiffres qu'on peut circuler aujourd'hui entre nous, que ce soit chercheurs, politiciens ou militants. Ce sont que des chiffres en fait qui remontent d'il y a plus de 10 ans. On n'a pas réellement des vrais chiffres. On ne sait pas. Parce que exactement. Ce qui fait que là, je fais pas intégrer en fait toute la mouvance migratoire interne en fait d'une main d'œuvre qui est venant de Khnifra, de Bni Mellal, du sud du Maroc, qui va travailler de manière saisonnière là-bas pendant 3-4 mois. Parfois, soit pour gagner de l'argent, parfois il y a aussi des raisons d'addiction. On travaille pour fumer en même temps, on est dans le bled du kiff, on doit à la fois les deux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas réellement une estimation. En termes d'argent, il est extrêmement difficile aussi de chiffrer en fait les retombées, je dirais, économiques indirectes de l'économie du cannabis, parce que en interne, pardon. En interne, ou même au niveau international, parce que ces retombées ne sont liées qu'au nombre des saisies faites par les États, que ce soit à la... Et avec des extrapolations, exactement, pour avoir des estimations. D'ailleurs, elles sont, encore une fois, ce sont les chiffres de l'ONU. En 2003, le cannabis était censé représenter 2 milliards. 10 milliards d'euros à l'étranger. Et là, il précise bien que la consommation interne reste inconnue. Exactement. Donc ça, encore, on n'a pas de chiffre. Ce qui fait que le marché, il faut traiter en fait la production et la commercialisation des stupéfiants, notamment le cannabis, pour notre cas du Maroc, comme un autre produit en fait. De la même manière qu'on exporte la tomate, le cannabis aussi trouve des routes, des moyens pour circuler. Et suit aussi la diplomatie marocaine, c'est-à-dire économique, je parle. C'est-à-dire, en fait, quand le Maroc s'ouvre vers l'Europe, là, le cannabis le suit. Quand il s'ouvre vers le Sud, il le suit. C'est une dynamique quotidienne. C'est-à-dire, en fait, et ça, c'est pas la nature du cannabis marocain. Le trafic de drogue est comme ça au niveau mondial. C'est sa nature. Il est comme ça. Il s'adapte.
il paye les circuits de corruption un peu partout au monde. C'est sa façon d'exister. Je vous donne juste l'exemple, par exemple, en Pays-Bas, quand, posons juste la question, le cannabis fumé, le joint marocain, quand le Marocain paye aux Pays-Bas, mais comment il a fait pour arriver aux Pays-Bas? Ce sont des circuits. Et aujourd'hui, ceux qui ont des café shops, des coffee shops, ils font intégrer en fait les circuits de corruption dans les déclarations d'impôts que l'État leur déduise en fait. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas estimer aujourd'hui que ce sont que des spéculations, en fait. C'est que le terrain qui ne parle quand on va voir les gens pour essayer d'échanger avec eux et de construire notre connaissance par rapport à qui gagne quoi. Ceci dit, dire qu'il n'y a que des businessas ou des grands trafiquants qui bénéficient de cette économie, c'est tout à fait naturel parce que c'est eux qui prennent plus de risques. Il ne faut pas victimiser les... D'accord ? Sans eux, il n'y aura pas de trafic. Il n'y aura que de la production. C'est-à-dire, c'est une chaîne. Bien sûr que le paysan va vous produire un discours victimisant sur sa situation. Oui. Mais il a besoin aussi de celui qui va commercialiser un produit. Les rapports de force sont déterminés de cette manière. D'accord ? Voilà, c'est la nature des choses. Oui, je voudrais encore ajouter sur cette problématique qui a été évoquée au début de mon intervention. C'est que, déjà nous, au départ, nous avons vu un peu le problème que vivent ces gens-là. Un tel point, les natifs de Taounet et Koutama ou la proximité, par leur carte nationale, sont interpellés là où ils vont. Donc il y a un problème. Comme nous étions dans le cadre, avec M. Chakib qui est les droits du RIF, dans l'association des droits du RIF, Chakib Khiyari, et puis par la suite les droits des hommes, M. Maître Hadji nous a rejoints et tant d'autres. Nous sommes dit, nous devrions voir un peu, est-ce qu'il y a une possibilité de valoriser industriellement et du côté thérapeutique ceci. Nous avons un peu cette culture qui est ancrée dans la culture de ces gens-là. Quand vous leur parlez, ils ont Tahchleft ou l'Ashba et Asmad qui est le vin, ils le font eux-mêmes depuis l'éternité. Ils vous disent, ils vous disent, pour moi, comme il a été précisé, ils ne peuvent pas le changer contre une autre culture. Donc il faut trouver une solution. Alors justement, je termine sur ça. Oui, alors on va parler bien sûr de ce qu'on peut faire. J'aimerais parler de la politique antidrogue qui influe sur ce que vous êtes en train de dire, justement, si c'est mis au même niveau que toutes les autres drogues, et notamment sur la manière avec laquelle le ministère de la Santé les appréhende. La politique antidrogue aujourd'hui, est-ce qu'elle est efficace sur le cannabis? Je vous vois faire la moue, Mehdi Ben Saïd. En quoi elle consiste aujourd'hui? Est-ce qu'elle est focalisée sur le cannabis? Les autres types de drogues qu'on dit plus dures, est-ce qu'elles sont plus traquées? Est-ce qu'elles fonctionnent? Alors, si vous permettez, bon, notre rôle, notre métier essentiellement au ministère de la Santé, c'est pas de contrôler la politique antidrogue. Non, j'imagine, mais bon, c'est quand même lié. Je veux dire, à un moment, vous fournissez vous avez un besoin de santé publique. Il y a quand même aussi une politique qui, au-delà du côté trafic, il y a aussi cette volonté derrière d'assurer la santé. L'approche ministère de la Santé est une approche très pragmatique. On a des situations d'addiction. On a des personnes dans notre société qui souffrent de ce problème d'addiction. Ces addictions, on le sait médicalement parlant, ils donnent un certain nombre de troubles, de problèmes sanitaires. Notre métier, c'est de prendre en charge ce genre de problèmes et de sensibiliser effectivement la population, les utilisateurs, sur ces risques et sur ces effets secondaires. Bon, notre métier, c'est vraiment, on fait de la médecine, nous. Alors justement, on sait qui est le plus touché, on a, on va dire, une typologie du fumeur, du consommateur de cannabis. Est-ce que la manière avec laquelle on fait de la prévention, de la sensibilisation, est-ce qu'on sait la cibler? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Alors là, je parle bien de politique santé, on parlera après de la politique répressive, mais au niveau de la politique santé, on a cette typologie, on a des études claires qui nous permettent de bien cibler les actions? Alors, bien sûr, on a une stratégie claire, d'ailleurs, qui bénéficie d'un soutien de haut niveau. Sa Majesté le Roi soutient beaucoup vraiment cette politique de prise en charge des addictions et lutte contre les addictions. Alors, notre stratégie est axée, premièrement, sur 3 axes principaux. Le premier, c'est la prévention, bien sûr. Donc, la prévention, je parle des addictions.
qui est basé essentiellement sur l'éducation sanitaire, la sensibilisation, l'information de la population sur les risques justement encourus ou les menaces qui peuvent vraiment être générées en termes d'addiction et d'autres effets liés à l'usage de drogue. Deuxième axe, il porte sur la prise en charge des personnes qui présentent des addictions, les addicts. Et cette prise en charge, il y en a deux aspects. Il y a un premier volet psychiatrique ou psychologique, parce qu'on sait ces personnes qui souffrent des addictions, ils ont des troubles psychiatriques et donc ils nécessitent une prise en charge psychiatrique. Et il y a le côté, ce qu'on appelle prévention combinée ou réduction du risque. C'est-à-dire, les addicts, particulièrement les usagers de drogue, par exemple, par voie intraveineuse, ils sont à risque de faire un certain nombre de maladies biologiques, physiques, au-delà des troubles psychiques. Ça c'est bien sûr pour ce type de drogue. Alors, mais là, on parle bien du cannabis. Donc, est-ce que c'est traité de manière particulière? C'est vrai que bon, pour tous les autres types de drogues, on a bien vu le côté culturel du cannabis. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, sur le cannabis, il y a une action très spécifique au cannabis? Là, vous êtes en train de me dresser la politique qui est sur l'ensemble des addictions et l'ensemble des drogues. Bien sûr, notre stratégie, c'est l'ensemble des addictions, incluant vraiment le cannabis. Bien sûr, ça fait partie des drogues que l'on cible par notre politique, notre stratégie, soit en matière de prévention, soit en matière de prise en charge. Mais c'est vrai, il y a l'usage, certains risques qu'on cible liés à l'usage intraveineux, c'est vrai, c'est pas lié aux questions du cannabis. Mais il y a d'autres effets, des effets psychiatriques et psychologiques liés aux addictions, à l'usage du cannabis, bien sûr, ils sont ciblés dans notre stratégie. Alors, ça nous fait arriver au point de vue politique, hein, justement, en termes de ciblage par rapport à l'utilisation du cannabis. C'est assez ce qu'on fait, alors que ça soit en termes de santé ou que ça soit d'un point de vue aussi répressif? Le débat qu'on a essayé d'ouvrir, qu'on a ouvert, la proposition de loi que nous avons proposée va dans ce sens-là. Nous avons remarqué que les politiques uniquement... C'est vous qui avez commencé ou ça avait commencé avant? Écoutez, c'est enfin, quand je dis vous, je parle du PAM, mais il y a des collectifs qui avaient été... C'est la société civile, c'est la société civile qui nous a prévenus sur cette question-là. En 2009 déjà, un de nos grands leaders était parti à Kchama et s'était positionné pour la légalisation. Et c'est une continuité du débat qu'il y a au sein du parti et le débat qu'il y a avec la société civile qui a amené à ce qu'aujourd'hui, il y a un débat au Parlement, au sein du Parlement, d'abord pour casser le tabou, et deuxièmement pour trouver encore une fois l'intérêt, pour moi en tant que politique, parce que je ne suis ni concerné ni par la région, ni parce que certains veulent envelopper cela, attention, c'est le PAM, c'est tous des gens du RIF, ils sont concernés par la question, ils ont peut-être des terrains, etc. Moi je suis né à Rabat, je n'ai aucun lien avec... Là, pour casser, il faut casser ça aussi. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse dans la position que j'ai, c'est que des citoyens sont venus me voir en tant que député. Ils ont parlé d'une problématique qui est réelle. On est parti sur place. On a vu cette problématique. D'ailleurs, c'était pour moi la première fois que je vais dans certaines villes que je ne connaissais pas auparavant pour voir comment vivent des concitoyens à nous. Et on a posé ce problème-là, qui est le problème du cannabis. La politique sécuritaire qui a été menée par le Maroc pendant des années n'a pas porté ses fruits. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'abord culturel. Ce n'est pas quelque chose qui a été importé. Comme l'a rappelé auparavant notre professeur, on a essayé, en parallèle de la politique sécuritaire, de proposer des politiques alternatives pour que ces citoyens puissent cultiver autre chose. Ça n'a pas fonctionné. Alors la solution je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la solution qui nous revient, qui est une solution de facilité. Est-ce que cette plante-là, on peut en faire autre chose que de la drogue? C'est très simple, parce qu'à chaque fois qu'on parle de cannabis, on parle de drogue. Est-ce qu'on peut en faire autre chose? La réponse est qu'aujourd'hui, oui, c'est possible. Le modèle suisse, le modèle canadien nous donne des réponses très claires. Cette plante-là elle propose des solutions pour certaines maladies. Mieux encore, parce que bien évidemment, dépendamment du taux de cannabis, le THC. Le THC, voilà, c'est plus simple. Si le taux est assez bas, on peut aussi l'utiliser pour autre chose, qui est l'industrie dont vous avez parlé tout à l'heure, de textile ou autre. Donc aujourd'hui, arrêtons de parler de drogue. Il faut parler de cannabis comme une plante qui peut être utilisée pour autre chose que de la drogue. Et là, on a proposé, pourquoi aujourd'hui on a apporté cette loi au Parlement? Pourquoi on a demandé à ce qu'il y ait une agence étatique qui dépend du chef de gouvernement? Cette agence-là qui, elle, serait prête à racheter cette culture
pour la vente, dans ce cas-là, à des industries pharmaceutiques ou autres, ou l'industrie de textile, etc. On donne la balle au gouvernement pour leur permettre de faire aujourd'hui des études d'impact pour qu'on ait des vrais chiffres, pour voir la possibilité, parce qu'effectivement, si le modèle canadien réussit au Canada, c'est parce qu'ils ont des hectares et des hectares. Donc, il y a, l'opération économique est assez importante pour le Canada. Est-ce qu'on a la possibilité, est-ce qu'on a assez d'hectares pour avoir cette culture-là au Maroc? Est-ce que la seule région de Ksama ou du Rif en général nous permettra de gagner de l'argent, tout simplement, de faire gagner de l'argent à ces cultivateurs, à ces Marocains qui cultivent cette plante-là, et bien évidemment à l'État, via les taxes qu'il va y avoir dessus. Alors, donc, ça va nous permettre d'aller, justement, de faire un benchmark et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous êtes en train de nous parler, finalement, de faire un plan sectoriel, finalement, au niveau du cannabis, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, de quelle manière l'utiliser de manière industrielle, de manière alternative, et avoir une vraie vision en la matière. On parlera bien sûr de légalisation, de comment ça se passe aux États-Unis. C'est juste une petite pause, on revient juste après. Alors, une petite pause et on continuera juste après. Cannabis vers une légalisation possible. Bienvenue sur le plateau de 60 minutes pour comprendre si vous venez de nous rejoindre. Deuxième partie, on essaie, alors là on va vraiment parler de la légalisation et de voir de quelle manière, voilà, est-ce que c'est possible. Vous avez parlé de tabou avant qu'on parle vraiment de la légalisation. Finalement, on est là sur ce plateau à en parler. Les médias, on en parlait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le tabou est rompu? Je parle d'un point de vue culturel. Je reviens vers vous. Avant de parler du tabou, juste pour finir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait est qu'il y ait des propositions de loi aujourd'hui et qu'on mette la balle en quelque sorte dans le camp du gouvernement, c'est aussi une politique, c'est de la politique sécuritaire, mais c'est du soft power, c'est-à-dire c'est une manière de contrer le trafic qu'il y a autour de cette plante-là et de combattre la drogue, enfin l'effet néfaste de cette plante-là chez les plus jeunes notamment, parce que c'est ce qui inquiète tous les parents. Je termine je commence parce que ce qu'il vient d'évoquer, je voulais l'évoquer. Il y a le côté psychique, on avait pensé un peu. Parce que cette plante, pour un enfant qui est illicite, qui est vraiment, je sais pas, un danger. Nous, quand on avait commencé à débattre que cette plante, en tant que chanvre, ça veut dire on peut travailler actuellement, la science est capable d'enlever un peu ce côté qui développe la tétrahydrocannabinol. C'est-à-dire la THC, on peut arriver jusqu'à 0,03. Vous êtes en train de me parler de modifier génétiquement. Voilà, on la modifie. Et d'ailleurs, au Maroc, la gendarmerie, le laboratoire de la gendarmerie a fait des expériences sur la terre du Maroc. Parce qu'on a pensé, peut-être en la cultivant des terres du Marocain comme terrestre, peut-être elle peut reprendre un peu ce taux de cannabis. Or, ça marche. Ceci d'une part. Nous, quand on avait commencé, on s'est dit on va lancer un débat sur un sujet tabou, tout en espérant qu'un jour, il y aurait une force politique, parce que nous ne sommes que la société civile. Bien entendu, en 2000, je vais vous donner comme ça les gens, en 2012, on a été contacté par le parti du PAM, premier, et on a été contacté par l'Istiqlal, et aussi par le PGD, pour dire, et aussi par l'Ittihad du Story. Donc on s'est dit, au moins, il y a des partis politiques qui ont réagi à notre idée. Cette idée, elle a été soutenue par le monde, des gens de la Corée. On a reçu des experts de la Corée, des experts d'Allemagne, des experts de la Suisse. Et puis on les reçoit encore avec le PAM au Parlement. Ça veut dire les gens qui travaillent sur le côté industriel du cannabis. Et quand on parle du cannabis, les gens doivent comprendre que nous, on parle du chanvre. Ça veut dire une plante dont le taux de la THC est réduit à 0,03. De toutes les façons, il y a une expérience très importante. Même le matériel utilisé est un matériel simple. Mais je rencontre encore, en 2013, c'était avec M. Ben Saïd, donc on s'est rencontré avec le groupe parlementaire du PAM. Et puis, en 2013, la même année, on s'est rencontré avec les conseillers du PAM au Parlement pour discuter cette question. Nous, on s'est dit, on est bien arrivé à casser ce tabou, parce que c'est un grand tabou. Alors, les gens, quand ils parlent de cette drogue, de cette plante illicite, moi, à mon avis, l'avis du collectif, nous avons par exemple des terrains
accidentés au RIF et les gens, culturellement, on peut toujours cultiver le cannabis, parce que quand on revient un peu à l'utilisation de la tige du cannabis, briques en cannabis, je connais une dame avec qui j'ai travaillé, allemande, à Granada, j'ai été la voir, elle fait des briques en cannabis, j'ai oublié d'apporter des briques, des plateaux, du tissu, parce que la fibre du cannabis, elle est grande, mais maintenant on est arrivé à la dissocier. Donc on l'utilise comme le coton, comme la fibre est très grande, donc il a été combattu par le coton et les produits synthétiques. Actuellement, elle peut jouer le rôle du coton et elle ne consomme pas beaucoup plus d'eau que le coton. Et puis, je m'excuserai pour terminer sur un truc, on a même travaillé, proposé des lois, et les lois ont été bien développées par le PAM pour on peut créer par exemple, créer une entité qui peut contrôler ces cultures. Et d'ailleurs, M. Ben Saïd a évoqué un point très important. En ce qui concerne la culture du cannabis qui est destinée à la thérapeutie, on peut utiliser les terrains accidentés des Snaja, des Rifs et les proximités. Mais en ce qui concerne le chanvre, nous avons besoin de grandes surfaces. Il faut aller ailleurs. D'accord. Et d'ailleurs, deux points, je m'excuse. En France, lorsque la France est rentrée ici, il y avait un office de la régie, du tabac et du kiff. Et puis, je m'excuse. Je m'excuse. Je ne peux pas raconter n'importe quoi. S'il vous plaît. Non. Attendez, je vous donnerai l'occasion de préciser. Vous pouvez préciser. Régie du tabac et du kiff. Et j'ai la photo. Régie du tabac et du kiff. Je m'excuse. Et puis même, il y a eu un essai expérimental, le house, pour la culture du chanvre. Le chanvre est encore plus développé, donc il donne le dixtile. Alors, je veux juste reprendre en fait un peu de là où vous avez posé la question représentant le ministère de la Santé sur la question pour revenir un peu sur le débat. Et là, juste pour rassurer des collègues ici, je suis tout à fait d'accord avec la question de la légalisation, de la réglementation un peu de la question du cannabis au Maroc. Mais il faut juste faire un petit peu attention. D'abord, un petit point, c'est qu'en fait, au Maroc, pour répondre à votre question, il n'y a pas de politique publique concernant la drogue. Et je pense que l'analyse que vous avez faite montre effectivement en fait, qu'il y a une confusion entre deux drogues. C'est-à-dire, déjà, même cette analyse entre drogue forte et drogue douce, aujourd'hui, on l'a complètement dépassée. C'est-à-dire, en fait, on parle maintenant des consommateurs. Vous, par exemple, pour le cannabis, vous ne trouvez jamais personne au monde qui va faire overdose avec le cannabis. D'accord ? Pour une simple raison, c'est que notre cerveau lui-même produit le THC. C'est-à-dire, en fait, quand on fume un joint, le corps reconnaît directement, en fait, ce THC, la substance. Or, on peut le faire avec d'autres produits, comme la coke, machin, etc. Tout ça, on peut. Ce qui fait qu'au Maroc, on a une politique répressive par rapport à la consommation. Et c'est ça qui pose problème, en fait, dans le débat politique, pour rebondir un peu sur le débat politique, que ni le collectif, ni malheureusement les partis politiques ne prennent conscience, c'est les droits des consommateurs. Ceux qui fument du cannabis dans ce débat, ils sont où ? D'accord ? Et ils sont où exactement ? C'est-à-dire, en fait, en parlant de cette manière de l'industrialisation, de médicinale, etc., du cannabis, en fait, on retire tout le droit à ceux qui fument, d'une manière qui est modérée ou non, d'accord ? Ou même si on les traite dans le cadre d'une addiction, on ne les prend pas en considération dans leurs droits. Ça, c'est d'une part. D'autre part, en fait, il faut juste un peu justifier le tir. Les partis politiques, quand ils parlent un peu, il y a beaucoup d'ambitions, c'est des très bonnes ambitions, mais parfois, voilà, on dit en fait la route vers l'enfer est pavée des bonnes intentions. C'est-à-dire, il y a beaucoup des bonnes intentions parfois. Bon, c'est clair que c'est la politique, il y a des jeux derrière, il y a des régulations, des rapports de force. C'est la politique, c'est un peu partout comme ça dans le monde. Mais quand on parle de débat aujourd'hui sur la légalisation, il manque d'une sorte de dramatisation de la situation à la fois des paysans. On ne leur demande pas leur point de vue. On les a mis en fait dans une position en fait où ils sont dans une souffrance sociale permanente et qu'on vient nous comme des sauveurs pour les sortir un peu de cette situation sans aller les chercher. Ce qui fait qu'on parle des lois, de la légalisation, de plein de choses. On fait des réunions au Parlement et tout. Et de temps en temps, aller voir un peu les cultivateurs, les paysans et leur parler un peu. Mais alors, quand on parle de légalisation, l'objectif principal, c'est quoi ?
finalement. Parce que non mais en gros, parce que là vous êtes en train de parler d'aller vers des on va dire des utilisations alternatives qui sont loin de l'utilisation qui est faite aujourd'hui. Est-ce que l'objectif derrière tout ça, c'est d'éradiquer l'utilisation, la consommation du cannabis? Laissez-moi juste, je pose ma question. Est-ce que c'est éradiquer la consommation du cannabis? Est-ce que c'est ça l'objectif? Ou c'est tout simplement penser à ces cultivateurs et leur donner une alternative pour qu'ils puissent survivre? On a bien vu le côté culturel extrêmement ancré, et la nature est hors du vide. C'est-à-dire demain, c'est quoi? C'est on éradique ou on légalise pour encadrer Juste deux mots. Et parce que j'aimerais bien qu'aussi Saïd répond à ces deux mots. C'est qu'en fait, moi, ce que je trouve, en fait, c'est dans le débat, il est tellement prétentieux parfois de ce point de vue politique, c'est qu'en fait, il dit même pas ce que je vais faire par la question de régulariser, parce que personne ne sait qu'est-ce que c'est légaliser ni régulariser, en fait, que les deux, que ce soit les associations, les partis. Personne ne dit, en fait, ce que je veux, c'est pas éradiquer, mais créer des structures alternatives. On ne peut pas éradiquer. Même les États-Unis, avec leur politique de répression, avec des moyens colossaux, ils n'arrivent pas à éradiquer. Personne ne parlait d'éradiquer. Voilà. C'est juste. Non, mais dans le discours, c'est ça. C'est ce que. Alors, objectif. Ça nous permet. Voilà, on va peut-être vulgariser la chose, légaliser. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe à l'étranger. Pays-Bas, on a la dépénalisation ou la tolérance. Ils sont précurseurs. C'est toléré, réglementé depuis 1976. Le Portugal a dépénalisé l'acquisition et la détention des produits stupéfiants, c'est toléré en cas de consommation personnelle et en faible quantité. Donc on voit bien que finalement les consommateurs, on les laisse, du moment qu'on n'est pas face à des trafics, on est face aux consommateurs soit occasionnels, soit réguliers, mais en petite quantité, on tolère. Donc on voit bien que finalement, il n'y a pas d'éradication derrière tout ça en termes de consommation. Il faut recentrer le débat, parce que je pense que vous confondez le rôle du politique. Je l'ai dit tout à l'heure, nous on a répondu. On n'a pas inventé cette loi-là. Hein. On n'est pas venu comme ça, on s'est réveillé un jour, tiens, il faut faire une loi pour réglementer ou légaliser le cannabis. Il y a, encore une fois, un groupement d'associations qui sont venus nous voir. On est parti voir les petits agriculteurs et notre proposition va par rapport à ces demandes-là. On n'a pas eu de groupement de consommateurs qui sont venus voir le PAM pour dire attention, nous on est des consommateurs, on est réunis dans une ONG ou autre et on veut nous aussi avoir ce droit-là, pouvoir consommer d'une manière légale. Non, on a répondu à une problématique qui existe. On a parlé tout à l'heure d'à peu près 80 000 familles qui vivent dans l'illégalité. On parle quand on dit dans l'illégalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à une retraite, parce que c'est des gens finalement qui travaillent sans aucune réglementation, ils n'ont pas accès à la santé, etc., etc., etc. Donc l'objectif aujourd'hui, il est vraiment centré sur la situation sociale des familles, de producteurs. Oui, mais c'est important. Je vais arriver à ça. Et après, mon problème aujourd'hui, est-ce que ça peut être déconnecté de la consommation? Laissez-moi juste terminer, après on en discute. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est d'abord de trouver une solution à ces gens-là, d'accord, qui vivent réellement. On ne peut pas vivre aujourd'hui, l'axe Rabat-Casa-Marrakech, on ne peut pas vivre avec deux Maroc. Les gens-là, il faut leur donner des lois cadres pour qu'ils puissent vivre dans une réglementation comme tout à chacun, comme à Rabat, comme à Casa, comme ailleurs. Avoir une culture, pouvoir produire ce qu'ils produisent aujourd'hui dans un cadre légal, avec l'État qui est derrière, qui les soutient. La problématique des consommateurs est une autre problématique, qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Nous, on part d'une règle qui est très simple. Le ministère, les différents partis politiques, quand ils ont assisté à la réunion, ils disent non, on est contre la consommation. On est contre le modèle hollandais. Vous avez parlé du modèle hollandais, on est contre le modèle hollandais, le modèle de coffee shop, etc. Mais on n'a pas de problématique à voir cette même plante-là utilisée à d'autres fins. C'est-à-dire on renforce la répression des consommateurs. On ne renforce pas la répression des consommateurs, parce que la politique... Si on dit on ne veut pas... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est du soft power. On n'est pas là en train de réprimander les consommateurs. Non, je ne parle pas de vous. Voilà, je parle, moi, des autres partis politiques. Non, on ne parle pas de réprimander. C'est-à-dire, dans notre loi, il ne s'agit pas de réprimander le consommateur parce qu'il consomme. La finalité, c'est que, finalement, on sait très bien que l'utilisation... que fumer un joint, pour un enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15, etc., c'est dangereux.
Mais alors, je vous posais la question sur la déconnexion. C'est une alternative pour enlever la possibilité à ce jeune-là de fumer. Parce que de toutes les manières, comme vous l'avez dit, les politiques uniquement sécuritaires partout dans le monde ne suffisent pas. Alors, Mehdi Ben Saïed, je pose la question. Aujourd'hui, la nature a horreur du vide. Oui. Imaginons que demain, on donne les alternatives. Là, je vais donner la parole au ministère de la Santé. Imaginons que demain, ça fonctionne. Et là, je veux dire, vraiment, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est comme si on prenait le problème tout seul. Oui. Il y a les trafics autour, il y a les trafiquants, il y a des intérêts, il y a des gros intérêts. Je pense pas que ce sont des gens qui vont se laisser faire comme ça du jour au lendemain. Mais parlons du consommateur. Imaginons que demain, il n'y ait plus de production, il y a une baisse significative de la production de cannabis à usage de la fumette, hein, si on parle de ça comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer? La nature hors du vide. Est-ce que les gens qui consomment ça, ils vont se tourner vers autre chose s'ils ne sont pas accompagnés, s'ils sont pas accompagnés de manière efficace? Ça, c'est une peur qu'on peut avoir aussi dans le cadre d'une action de ce type? Oui, je pense que ça fait partie de la physiopathologie, de l'addiction. Hein. Si on a quelqu'un qui est dépendant de l'usage d'une telle ou telle substance, quand il est moins disponible sur le marché, bien sûr, il va trouver et chercher les différents mécanismes et moyens pour pouvoir se la procurer. C'est un comportement, je dirais, physiologique ou physiopathologique lié à cette question de dépendance, tout à fait. Alors, ça peut pas être déconnecté alors à ce moment-là. Je vous donne la parole. Allez-y après. Moi, je vais continuer et vous dire de toutes les façons, comme j'avais dit, donc on a eu un peu le courage d'entamer ce tabou. Et puis, on s'attendait. Et je remercie de toute façon le PAM parce que quand même c'est un truc tabou et c'est osé. Il faut avoir vraiment, il faut oser pour parler de ce sujet tabou en tant que parti politique. Et au départ, nous, on a été pris par des fumeurs qui fument et qui défendent plus ou moins une façon de fumer. Et je vais vous donner la position du collectif. Quand on a été contacté au départ, on a été contacté par des groupes internationaux. Souvent, ceux qui fument lâchent, qui nous contactent et qui nous disent c'est une bonne idée. Nous, j'ai bien précisé tout à l'heure que cette plante, dans sa culture et dans sa consommation, je vais l'ajouter, le préciser, elle fait partie de la culture des Sanhaja. Et puis après, elle est devenue une culture de la proximité et même une culture du Maroc. C'est une drogue que les scientifiques appellent drogue douce. Mais le problème où c'est qu'il est, c'est qu'il faut la contrôler. Et j'ai bien précisé que dans ces terrains accidentés, où sont les Sanhaja et la proximité, et qui ont culturellement l'habitude de cultiver le cannabis avec la tétrahydrocannabinol delta 9, pour bien préciser. On les laisse la cultiver, mais il faut contrôler. Il y a un office qui va acheter ça à des fins thérapeutiques. Et peut-être, ça se passe en Hollande. Il y a le Canada. Il y a des tas de pays actuellement qui ont autorisé l'utilisation du cannabis, même le planter chez lui quand on en a besoin pour des besoins thérapeutiques. Ceci d'une part. D'autre part, je dis que comme nous avons des superficies très importantes, parce que la différence entre le cannabis, la tétrahydrocannabinol, sa tige est petite. Mais celui qui est le chanvre dans la tétrahydrocannabinol, il est grand. Donc, industriellement, le textile et tout, c'est important, les deux. Ça répond pas à ma question, parce que finalement, ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que si on a une politique, est-ce qu'elle est intégrée? L'objectif, j'ai bien compris l'objectif du PAM à ce niveau-là. Mais en même temps, je vous posais la même question, c'est Khalid Mouna, vous êtes chercheur sur la question du cannabis. Est-ce que ça va suffire? Là, on parle de thérapeutique, etc. Ça ne répond pas au contrôle de la consommation. Exactement. Quand on parle de légalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra acheter du cannabis dans un bureau de tabac? Mais ça, c'est justement Est-ce que ça permet de contrôler? C'est justement ça. En fait, on est dans un discours c'est extrêmement dangereux. Et là, ça fait un mois, ça fait un an, vraiment, je m'intéresse vachement à ce sujet-là, en fait, il y a une sorte d'ethnicisation de la question. Et quand on entend, par exemple, la tribu Sanhaja, la culture Sanhaja, etc., il y a une sorte de tribalisation, en fait, de la culture du kiff. C'est-à-dire, on lui donne un ancrage ethnique, et qu'en fait, il y a une seule population qui a le droit. Vous vous souvenez très bien de ce débat à Bab Berret, quand des jeunes ont commencé à crier, on a aussi le droit. D'accord? Et là, c'est hyper dangereux, en fait, le débat aujourd'hui, le dérapage qui se fait à ce niveau-là, et au point que ce débat, on l'a vu même dans la régionalisation. Quand le Hussein
Fatima était rapatriée vers la région orientale, on disait que Sanhaja, ce ne sont pas des rifins, ils doivent juste revenir dans leur géographie naturelle. C'est ça qui est dangereux dans ce débat. Deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas dupliquer. Oui, il est dangereux parce qu'il y a une sorte d'ethnicisation de territoire, en fait. On est en train de créer, en fait, bon, je ne suis pas contre les identités régionales, mais quand ces identités régionales deviennent des identités fermées, si c'est l'identité amazigh, il est national, il n'est pas régional. Si vous parlez de la mazérité, il est national. Et là, c'est question de... On ne peut pas dupliquer, en fait, des expériences d'ailleurs au Maroc. Le Maroc, il y a un contexte, il y a une politique, il y a des stratégies, il y a des acteurs locaux, il y a des acteurs politiques, des acteurs économiques. Il faut prendre tout ça en réalité. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut tout à fait en fait élargir un peu le droit, élargir un peu le débat, et qu'il devient à un moment donné un débat de droit aussi. Oui. D'accord. C'est-à-dire en fait que ce soit les collectifs ou les partis PAM, ils ont rien transgressé. Les tabous, ils sont faits pour être transgressés. C'est un tabou. Et là, un tabou, il est fait pour les anthropologues. On parlait avant, c'est une règle pour les anthropologues. Les tabous sont faits pour être transgressés. C'est-à-dire, c'est tout à fait normal que le PAM parle d'un sujet comme celui-là et qu'il n'initie pas mal de choses, en fait. Il ne va pas trouver... Le seul problème, c'est s'il a la prétention de résoudre le problème, c'est très bien de l'initier, d'ouvrir le chantier, de le suivre, et aller chercher un peu des informations un peu partout, des experts d'ailleurs, d'ici, etc., pour essayer de construire à la fois des données qui nous permettent de parler des droits des cultivateurs, les droits des consommateurs et le droit de tout le monde. Mehdi Ben Saïd. Écoutez, encore une fois, je reviens à ce que nous proposons dans notre loi, qui est très très simple, encore une fois. La question du consommateur n'est pas traitée, non pas parce qu'elle est taboue, mais parce que il y a différentes sortes de consommateurs. Et ouvrir le débat, dans un premier temps, pour les producteurs, amènera le débat des consommateurs par la suite. Parce que pour pouvoir ouvrir le débat sur le producteur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut réellement que l'État, en tant que tel, autorise à ce qu'il y ait des études, autorise à ce qu'il y ait des chiffres, pour que notre proposition soit vraiment finale. La proposition que nous avons faite aujourd'hui, elle est basée sur les recherches que nous avons faites par nous-mêmes, sur les recherches que nous avons eues grâce aux différents acteurs qui travaillent sur cette question-là. Encore une fois, la balle, elle est du côté de l'État, enfin du gouvernement, pour pouvoir permettre à une agence étatique de faire les recherches nécessaires pour voir réellement quels sont ces consommateurs finalement. Quels sont ces producteurs? Quand on parle de consommateurs, bien évidemment, on ne peut pas permettre aujourd'hui en tant qu'opolégiste de dire oui, demain on va autoriser la consommation générale, parce que dans ces consommateurs-là, il y a des mineurs. Il y a des enfants qui peuvent être... Donc cette gestion-là, on ne peut pas se la permettre aujourd'hui. On va venir légaliser comme ça. Ça serait irresponsable de notre part. Professeur Maroufi, d'un point de vue de l'utilisation thérapeutique, je veux juste parler de l'utilisation thérapeutique. Est-ce qu'on peut, ça aussi, imaginer l'autorisation dans le cadre thérapeutique? Est-ce que ça arrive à quel moment? C'est-à-dire qu'on peut, voilà, ça peut être un essai, ça peut être un premier pas dans la légalisation de l'autorisation de vente de cannabis dans le cadre thérapeutique. Il y a plusieurs exemples. Alors, il y a l'utilisation dans les médicaments, mais il y a aussi l'utilisation à des fins purement thérapeutiques de pouvoir se procurer. C'est le cas dans certains États aux États-Unis. C'est un premier pas qui serait possible? Tout à fait. Alors, l'effet thérapeutique, je crois que c'est un des points ou des éléments... Voilà, qui est derrière ce débat maintenant, qui est au niveau mondial, sur l'usage, oui ou non, thérapeutique de la plante pour des effets médicaux. Moi, je crois qu'il y a deux choses. Premier, c'est important, je pense, qu'on donne l'information d'abord sur le plan scientifique. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme évidence, qu'on appelle les évidences scientifiques ou informations, pour ou contre l'effet thérapeutique, et après on verra peut-être pour la situation du Maroc. Si on regarde les données scientifiques qui concernent justement l'usage thérapeutique du cannabis, durant les 10 dernières années, c'est clair, de plus en plus, il y a des évidences qui supportent l'idée que le cannabis a certains effets ou des indications
dans le traitement de certaines infections. Alors, sur le plan physiologique, c'est vrai, la plante, il donne beaucoup de changements au niveau du fonctionnement du corps. Mais au moins, il y a deux utilisations pour lesquelles il y a une certaine reconnaissance dans certains pays, je dirais même actuellement nombre de pays qui ont autorisé l'usage du cannabis pour des fins thérapeutiques, à peu près 24 pays, la plupart de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Il y a deux indications pour lesquelles il y a de plus en plus des évidences, c'est clair. D'abord, le traitement de la sclérose en plaques. Donc, la plante a été démontré qu'il a un certain effet sur la spasticité qui existe et qui est en général due à cette maladie. C'est dans le traitement de la douleur qu'elle est liée à la sclérose en plaques ou ça attaque juste? Ça, c'est la deuxième indication, c'est la douleur. C'est la spasticité, c'est-à-dire la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique qui s'accompagne d'une certaine rigidité au niveau musculaire, due à des affections neurologiques. Une douleur chronique, parfois insupportable. Et qui ça peut donner de la douleur. Deuxième indication, c'est le traitement de la douleur. Peu importe l'origine de la douleur, mais essentiellement des douleurs liées par exemple à des maladies chroniques comme le cancer, comme certaines aussi maladies neurologiques, les douleurs aussi d'origine spasmodique au niveau du système gastro-intestinal. Donc il y a de plus en plus des évidences. Mais il y a aussi des effets secondaires. Comme toute plante, toute substance, il y a des effets secondaires clairement documentés, notamment des vertiges, des effets au niveau du système des fonctions intellectuelles supérieures, en particulier la baisse de la mémoire, la baisse des capacités intellectuelles, d'analyse, d'observation, etc. Tous les effets secondaires qu'on peut retrouver sur des antidépresseurs aussi, qu'il peut y avoir, comme tout médicament. Oui, des antibiotiques. Oui, non, mais c'est important. C'est important. Non, c'est important, bien sûr. Oui, exactement. Il y a des effets, c'est vrai, bénéfiques, mais il y a des effets secondaires. Deuxième chose, si on regarde les organisations internationales, l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, qui est quand même notre référence au niveau international en matière de recommandations et des guidelines pour la prise en charge des pathologies. Jusqu'à maintenant, l'OMS n'a pas une recommandation claire quant à l'usage thérapeutique du cannabis. Ça, c'est important. Il y a des pays qui se sont prononcés, qui ont autorisé ça pour l'usage thérapeutique, j'en ai parlé à peu près 24, d'autres non, mais l'autorité sanitaire mondiale, qui est l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas encore émis, il est vraiment au stade de la réflexion. Il a d'ailleurs, il y a 2 dernières années, il a mis en place un groupe d'experts où il a demandé de réfléchir encore davantage sur la question, particulièrement sur l'usage thérapeutique et médicale du cannabis, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de résolution, de décision ou de recommandation pour les pays. Alors, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, dans les avantages de la légalisation, on se pose aussi la question de ce que ça peut rapporter en manne financière, en manne fiscale. Est-ce que ça, c'est aussi un élément dans la proposition de loi sur la légalisation qui est importante? Bien sûr, tout à l'heure, j'ai dit que, bien évidemment, il faut que la population y trouve un gain. En plus, la population concernée aujourd'hui, pour l'instant, ce n'est pas tribal, mais c'est la réalité. La population concernée. Comment il est récupéré après? Oui, ça c'est autre chose. Pour l'instant, la population concernée, c'est la population du Nord. Si demain il y a légalisation et qu'on peut avoir cette culture ailleurs, dans le Maroc, pourquoi pas? Mais il faut ouvrir le débat et réfléchir à l'intérêt pour le Maroc, pour les populations marocaines, et bien évidemment, il y a un intérêt fiscal pour l'État à récupérer. Et là, il y a des exemples et des chiffres concrets. Tout à l'heure, on en parlait en aparté, l'exemple du Colorado, c'est ça? Oui, Colorado. Oui, qui est dans cette. Il gagne très bien au niveau financier. Et pas que le Colorado, il y a d'autres États qui récupèrent une taxe. Consommation en plus, c'est même pas pour. Oui, eux, ils sont. Bon, le débat est beaucoup plus développé aux États-Unis, comme vous le savez, parce qu'ils sont passés aussi à la consommation récréative, etc. Mais oui, bien évidemment que l'État a beaucoup à y gagner. Certains parlent du pétrole vert. Bon,
encore une fois, on ne peut pas avoir de chiffres réels. Pour l'instant, oui. Il n'y a pas on a commencé l'émission en essayant d'avoir des chiffres précis. Aujourd'hui, on ne peut pas chiffrer ce que ça pourra faire en termes de rentrée fiscale. Mais certainement, il y a un gain pour l'État. C'est pour ça, encore une fois, on tend la main aux différentes instances gouvernementales de mener. Dans un premier temps, ils peuvent tomber sur une décision de ne pas légaliser. Mais dans un premier temps, au moins faisons les études de terrain, les études d'impact. Quel est l'impact pour le Maroc? Quel est l'impact pour la population? Pour qu'on puisse avoir, pour qu'ils puissent plutôt, parce que nous on a notre position, pour qu'ils puissent avoir des positions basées sur quelque chose de Alors, réel. vous êtes au contact de ces populations justement aussi, que vous avez pu les rencontrer. Est-ce que les producteurs, ces petits producteurs, et ça sera vraiment le dernier des propos, est-ce que ces petits producteurs seraient prêts à aller vers des cultures alternatives? Même s'il y a eu des exemples qui n'ont pas été concluants, avec un argument en leur disant, bah tiens, avec le champ, vous avez bien expliqué, la tige plus longue, on peut faire du textile, on peut faire d'autres choses. Est-ce que eux, finalement, ils sont prédisposés à aller vers ce genre de culture alternative ou pas? Non. De toute façon, quand on a discuté, parce qu'on a fait un peu le terrain, et quand je parle, c'est historique. Maintenant, ça se dégage et ça s'étale autour de toute la proximité. Moi, je ne rentre pas dans les petits conflits entre les Snaja et les Rifin. Ce que je vous dis, c'est l'approche historique. S'ils sont prêts. Non, ils ne sont pas prêts à changer cette culture par autre chose. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent... C'est-à-dire l'argument d'aller les voir, de leur dire vous allez gagner la même chose, voire plus, vous allez être couverts, vous allez être etc. C'est pour vous, d'après vous, il n'y a pas d'étude encore une fois, je le précise. Oui. D'après vous, c'est quelque chose qu'ils refuseront. Voilà, ils refuseront. Pourquoi? Parce que ils vont te dire que ça nous rapporte beaucoup plus. Ça nous rapporte beaucoup plus. Et puis, on a remarqué, d'ailleurs, on a été avec une journaliste hollandaise, on a rencontré des Hollandais qui travaillent chez eux. Et puis on voit, eux, quand ils la cultivent, des Allemands qui travaillent là-bas pour manger et fumer. C'est leur salaire. Et puis, on a vu que dans leur culture, dans leur même, on cultive ça pour la drogue. C'est-à-dire, il y a un peu tout ce qui va venir derrière. C'est pas une utilité, c'est pas le textile, c'est pas le thérapeutique qui est faible. En tout cas, le cannabis, il est encore... il est faible dans l'action au niveau thérapeutique, mais industriel, il est important parce que la sclérose en plaques, qui a dit monsieur, donc c'est des effets un peu secondaires qui sont dans les maladies qui sont très graves. Et puis, vous avez, je le répète, c'est des gens qui croient à cette plante qui leur rapporte et cette plante qui donne de la drogue, parce qu'ils en fument aussi. D'accord? Donc, on ne peut pas les changer avec une autre culture. Après, je l'avais précisé au départ, ce n'est pas seulement le rapport. L'apport de l'argent, c'est culturel. Alors, on a bien compris, ça sera le mot de la fin en tout cas. Le débat est ouvert, je suis désolé, je suis obligé de rendre l'antenne. Le débat est ouvert, le tabou est fêlé, j'espère qu'il volera. Non mais voilà, transgressé, mais en tout cas, ça nous permet de bien comprendre ce qu'il y a derrière. Excellente soirée sur Média TV, ne ratez pas, comme d'habitude, la rediffusion à 22h40.